Imaginez un instant qu'on vous dise que vivre dans un quartier hyper diversifié, bah, ça vous pousse pas du tout à détester les autres, Mhm. mais que ça vous pousse simplement à moins parler à vos propres amis. Ce serait complètement étrange, non? Ah bah, c'est sûr que c'est contre-intuitif. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, on plonge au cœur des sources avec un document qui va franchement détruire pas mal d'idées reçues sur la façon dont on vit ensemble. On va explorer une étude monumentale. C'est une recherche publiée en 2019 par les chercheurs Dinesen, Schaffer et Sanderskov. Et attention, on parle pas d'un petit sondage fait sur un coin de table, hein. Ah non, pas du tout. Il s'agit d'une méta-analyse colossale. Ça rassemble 1001 estimations statistiques. C'est énorme. C'est ça, 1001 estimations issues de 87 études différentes, un peu partout à travers le monde. Et notre mission, avec cette plongée, c'est d'apporter une réponse purement factuelle, très froide, très dépassionnée, à une question qui enflamme à peu près tous les débats télévisés en ce moment. Ouais, la fameuse question. Exactement. Est-ce que la diversité ethnique érode la confiance sociale? Et je préfère le dire tout de suite pour nos auditeurs, l'objectif ici, c'est pas de donner raison à la gauche ou à la droite politique. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de s'offrir un raccourci vers ce que dit réellement la science, très loin du bruit, très loin de l'émotion de l'actualité. Et c'est une démarche cruciale aujourd'hui, en fait. Parce que quand on regarde les graphiques et des données démographiques de ces dernières décennies, bah, il y a une réalité mathématique qui s'impose. L'immigration modifie en profondeur la structure de nos sociétés. Ouais, les chiffres sont là, quoi. Voilà. Et du coup, comprendre les mécanismes invisibles qui cimentent ou qui fragilisent la coopération humaine au quotidien, c'est plus un simple exercice académique pour des chercheurs enfermés dans leur bibliothèque, c'est vraiment le grand défi de notre époque. Si on ne comprend pas comment la confiance se crée ou comment elle se dissipe, ben on peut tout simplement pas construire de politique publique qui fonctionne. D'accord, décortiquons tout ça. Avant même de parler des conséquences de la diversité, il faut absolument qu'on s'entende sur les mots. Parce qu'on ne peut pas mesurer un phénomène si on ne le définit pas précisément. Ouais, la base de la méthode scientifique. Exactement. Donc, quand on lit le terme confiance sociale dans toutes ces 87 études, on parle de quoi exactement? C'est pas juste prêter sa tondeuse à gazon à son voisin, j'imagine. Non, c'est bien plus vaste que ça. Et c'est justement la première étape indispensable. Parce que le mot confiance, en fait, c'est un mot valise. C'est toujours un peu flou. Les chercheurs ont donc dû le disséquer en 4 cibles conceptuelles bien distinctes. Ça permet d'avoir des mesures très précises. La première, c'est ce qu'on appelle la confiance généralisée. Ok. Ça, c'est la confiance que vous accordez aux inconnus dans la rue. C'est vraiment le pilier absolu des sociétés modernes, ce qui nous permet de fonctionner avec des gens qu'on reverra littéralement jamais. La base de la vie en société, en somme. Exactement. Sans ça, rien ne marche. Ensuite, ils ont mesuré la confiance envers le groupe d'appartenance, le fameux in-group, Ouais, le in-group. c'est-à-dire la confiance envers les gens qui partagent notre propre origine ethnique ou culturelle. La troisième mesure, c'est son miroir, c'est la confiance envers les autres groupes, le out-group. D'accord. Et enfin, la quatrième mesure, c'est un peu particulier, ça concerne la confiance envers les voisins. C'est une catégorie unique parce qu'elle n'est pas basée sur une identité ou une origine, mais strictement sur la proximité géographique. C'est hyper fascinant, je trouve, parce que ça montre bien que notre cerveau cartographie notre environnement social en permanence. Ah oui, complètement. Il accorde pas du tout le même niveau de confiance selon la personne qui se trouve en face de nous. Et c'est là qu'on arrive au grand constat, le résultat massif de la compilation de toutes ces études. Le fameux chiffre. Voilà. Le chiffre global montre bel et bien une corrélation négative et statistiquement significative entre la diversité ethnique d'un lieu et le niveau de confiance sociale. Donc mathématiquement, plus un environnement est diversifié, moins il y a de confiance. C'est ça. La droite politique aurait donc raison sur ce point précis. Mais avant qu'on tire des conclusions hâtives, il y a un mais gigantesque dans cette étude, non? Concernant l'ampleur réelle de cette baisse. Un mais fondamental, en effet. La corrélation négative, elle est réelle, hein, personne ne la nie dans les données, mais elle est en réalité extrêmement modeste. Pour être tout à fait précise, on parle d'un coefficient de corrélation partielle de moins 0,0256. Attendez, moins 0,0256. Pour les non-statisticiens parmi nous, ça représente quoi concrètement sur le terrain? Parce que ce chiffre me paraît minuscule. Bah, il l'est vraiment. Pour le formuler simplement, ça signifie que la baisse de confiance existe, certes, mais elle est très très faible. Ok, Donc tous les discours un peu apocalyptiques qui prédisent un effondrement total ou une guerre civile sanglante à cause de la diversité, c'est mathématiquement faux. Les données montrent juste une légère friction, mais en aucun cas une destruction du tissu social.
C'est comme faire du vélo avec un léger vent de face, non? Ouais, c'est une bonne image. On sent une petite résistance constante, ça demande un tout petit effort cognitif supplémentaire à chaque coup de pédale, mais ça n'empêche absolument pas le vélo d'avancer et d'arriver à destination. Mais si cet effet est si minuscule, pourquoi est-ce que les chercheurs s'en inquiètent autant? Pourquoi faire une étude de cette ampleur si c'est juste un petit coup de vent? Ce qui est fascinant ici, c'est que même un vent de face léger, s'il souffle sur des millions de cyclistes tous les jours, ça finit par avoir un impact systémique à l'échelle d'un pays tout entier. Ah oui, vu comme ça. Voilà. Ce petit coefficient de moins 0,0256, en fait, il affecte environ 10% de la variation contextuelle de la confiance. Donc, à l'échelle d'une société, cette très légère érosion globale, elle a des répercussions mesurables, des trucs très concrets. Genre quoi, par exemple? Eh bien, ça peut diminuer la volonté des citoyens de payer des impôts pour financer l'État-providence, ou alors ça peut réduire la probabilité qu'un quartier s'organise de manière spontanée pour, je sais pas, nettoyer un parc public. D'accord. C'est pas l'apocalypse, on est d'accord, mais c'est une force de résistance bien réelle qu'il faut réussir à gérer. Le vent de face est donc léger, mais il est là. Il est bien présent. Du coup, la question évidente qui suit, c'est pourquoi? Hmm. Pourquoi ce vent se lève spécifiquement quand la diversité augmente? Et c'est là que l'étude aborde des théories sociologiques super intéressantes, notamment celle d'un certain Robert Putnam, ce qu'on appelle la théorie du repli sur soi, ou la constrict theory en anglais. Oui, Putnam a vraiment bouleversé la sociologie avec cette idée-là. Face à un environnement diversifié, il avance que les individus ne se liguent pas les uns contre les autres. C'est pas une guerre de gang, quoi. Ouais, Il observe plutôt une réaction d'anomie, un isolement social. Face à un environnement qui devient moins familier, où les repères visuels ou les repères culturels changent, l'effort pour décoder les codes sociaux augmente. forcément, ouais. La conséquence de ça, les gens se replient sur eux-mêmes. Le terme hunker down qu'ils utilisent en anglais, ça illustre bien cette idée de se tapir au fond de sa tranchée, genre en attendant que ça passe. Et l'effet de ce repli, c'est une réduction de la confiance envers absolument tout le monde. Attendez. Vous me dites que face à la diversité, on se méfie même des gens qui nous ressemblent. C'est ça. Mais ça n'a aucun sens, non? On a toujours entendu dire que la compétition entre les groupes, ça crée de l'hostilité ou une sorte de tribalisme où l'on se serre les coudes entre nous contre les autres. Ouais, on pense toujours ça. Or, vous dites que cette théorie affirme exactement le contraire. C'est l'un des aspects les plus contre-intuitifs de tout ce dossier, mais c'est très exactement ce que révèlent les données, et de manière super éclatante, quand on regarde qui subit la plus forte base de confiance, ce sont d'abord les voisins. Ok. Ensuite, c'est la confiance généralisée envers les inconnus de la rue. Vient ensuite, et ça c'est crucial, la confiance envers son propre groupe, le fameux in-group. C'est dingue ça. Les gens font moins confiance à ceux qui partagent leur propre culture dans ces quartiers diversifiés. Et le fait le plus marquant, mais vraiment, c'est que la baisse de confiance envers les autres groupes, le out-group, c'est la plus faible de toutes, au point d'être même statistiquement non significative. C'est incroyable. Il n'y a donc aucune haine viscérale de l'autre. Non, non. C'est juste de l'isolement social pur et simple. En fait, face à la complexité de l'environnement, on sort pas du tout les crocs comme des loups qui défendent leur territoire, on réagit plutôt comme des tortues. C'est exactement ça. Au moindre doute, bam, on rentre tous la tête dans notre carapace, peu importe qui est en train de passer à côté de nous. Ouais, l'image de la tortue, elle est parfaite pour comprendre cette dynamique-là. Le réflexe, c'est pas du tout d'attaquer la tortue qui a une carapace de couleurs différentes. C'est juste de s'isoler dans la sienne. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça invalide une grande partie des théories classiques du conflit réaliste. Ces anciennes théories, elles soutenaient mordicus que la diversité déclenchait inévitablement des conflits ouverts. Et là, les données prouvent l'inverse. Le repli est généralisé. Le tissu social ne se signe pas en deux armées prêtes à se taper dessus. En fait, il s'effiloche globalement en silence, juste parce que chaque individu rétracte ses propres liens sociaux. C'est ici que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Parce que ça détruit complètement le mythe du choc des civilisations à l'échelle du quartier, quoi. Les gens se détestent pas plus, ils se parlent juste un peu moins. Exactement. Mais si on suit cette logique de la tortue, il y a une autre variable qui doit entrer en jeu. C'est la taille du terrarium, non? Ah, très bonne métaphore. La taille de notre environnement direct a-t-elle une influence sur la force de ce repli? Parce que si on parle d'un petit quartier ou d'un pays tout entier, j'imagine que la réaction n'est pas du tout la même. C'est une distinction que les chercheurs ont analysée avec une minutie vraiment extrême. Ils ont décomposé les effets selon la taille du contexte. Donc, le microquartier,
ensuite la région et enfin le pays dans son ensemble. Et qu'est-ce que ça donne? Et là, il y a un gradient très, très clair qui apparaît. L'impact négatif de la diversité sur la confiance est presque 3 fois plus fort quand il est mesuré à l'échelle du voisinage immédiat par rapport au niveau national. 3 fois plus fort. Ah ouais. Ouais. Et même au niveau d'un pays tout entier, cet effet négatif devient carrément statistiquement non significatif. Laissez-moi reformuler pour être sûr de bien comprendre le truc. La diversité dans un pays, de manière abstraite, ça change strictement rien à notre niveau de confiance. Non, rien. Donc savoir qu'il y a des dizaines de communautés différentes à 500 km de chez nous, ça active pas le réflexe de la tortue. Pas du tout. Mais la diversité sur le trottoir d'en face, là où on va acheter sa baguette tous les matins, là oui, ça crée ce fameux léger vent de face. Oui. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est profondément logique d'un point de vue cognitif. Le cerveau humain, il est programmé pour traiter les informations de proximité. C'est notre côté animal, ça. C'est ça. Notre cerveau scrute en permanence notre environnement physique immédiat pour évaluer s'il est en terrain connu. Il a besoin de pouvoir prédire les comportements des autres. Du coup, la proximité physique, elle exige un effort intellectuel et psychologique super constant pour décoder des normes culturelles, des langues ou des habitudes qui sont différentes. Ah, je vois. C'est cet effort quotidien, cette espèce de charge mentale à l'échelle du trottoir qui explique le léger repli local. Alors qu'une statistique nationale lointaine, ça n'a aucun impact émotionnel sur nous. C'est vraiment le périmètre de notre routine quotidienne qui dicte notre réaction, en fait. Tout à fait. Mais en lisant vos notes sur l'étude avant l'émission, j'ai remarqué une exception assez amusante qui vient contredire cette règle du repli local. C'est l'étude de Marshall et Stolley de 2004 qui portait sur la ville de Détroit dans les années 70. Ça montrait un effet positif de la diversité sur la confiance. C'est quand même super étonnant, non? Ah, ça, c'est la beauté de la recherche en sciences sociales. Détroit, dans les années 70, c'est un contexte historique extrêmement particulier. Il y a une histoire unique de ségrégation, il y a eu les mouvements pour les droits civiques et des organisations communautaires hyper intenses. C'était une époque très chargée. Très chargée, ouais. Et dans ce cadre vraiment très spécifique, la mobilisation politique locale a forgé des liens intercommunautaires super forts, ce qui a inversé la tendance. Et ça nous rappelle une chose essentielle. Laquelle? Si la tendance globale sur les 1001 estimations, ça reste celle du léger repli local, chaque ville, chaque contexte urbain peut posséder sa propre dynamique historique. Une dynamique qui est capable de déjouer les statistiques. Mais là, on doit aborder un angle mort énorme dans tout ça. Allez-y. Parce que ces quartiers très diversifiés dont on parle sont aussi très souvent des quartiers défavorisés. Ouais, c'est vrai. Ne sommes-nous pas en train de blâmer la diversité pour un problème qui est, au fond, juste un problème de pauvreté? C'est la critique classique, ça, l'illusion statistique. Tout à fait. Si mon quartier est frappé par le chômage, par la petite criminalité, bien sûr que je vais rentrer dans ma carapace de tortue. Est-ce que les chercheurs ne confondent pas la diversité ethnique avec la précarité économique, tout bêtement? Alors les auteurs, ils s'attendaient totalement à cette critique, et ils l'ont traitée avec une rigueur absolue en contrôlant ce qu'on appelle les covariables. C'est-à-dire? Ça signifie qu'ils ont passé tout leur modèle statistique au peigne fin pour éliminer l'influence de la pauvreté. Ils ont pris en compte le statut socio-économique des habitants, le niveau de pauvreté générale du quartier et même le taux de criminalité. Ok, donc pour être hyper clair, et sans utiliser de jargon académique, ça veut dire qu'ils ont virtuellement pris 2 quartiers qui sont très exactement aussi pauvres l'un que l'autre, Oui. avec le même taux de criminalité, sauf que l'un est très homogène ethniquement et l'autre est très diversifié. Et ils les ont comparés pour voir si la confiance baissait toujours dans le quartier diversifié. C'est très exactement l'idée, ouais. Ils ont isolé la diversité. Et le verdict de cette comparaison, il est sans appel. Et ça donne quoi? Même en neutralisant totalement le facteur de la pauvreté, l'effet négatif de la diversité sur la confiance persiste. Ah ouais, d'accord. Il est légèrement atténué, certes, ce qui prouve que la pauvreté joue un rôle, bien sûr, mais le vent de face de la diversité reste négatif et il reste statistiquement significatif. Donc c'est vraiment lié à la diversité. Voilà, la diversité ethnique à elle seule, elle produit une friction indépendante sur le comportement humain. Peu importe la richesse ou la pauvreté du code postal. Bon, on peut donc pas s'en sortir en disant que c'est juste la faute de l'économie, malheureusement. Mais ça m'amène à une autre hypothèse. Je vous écoute. Si le problème de fond, c'est l'isolement face à l'inconnu, face à des codes qu'on ne maîtrise pas, est-ce qu'il suffit pas juste de se parler? Je veux dire, si notre fameuse tortue, là, elle sort la tête de sa carapace et décide d'aller prendre un café avec son voisin qui est différent,
Est-ce que ça dissipe pas le problème? Ah, là vous mettez le doigt sur la fameuse théorie du contact. Voilà. Logiquement, on se dit tous que les interactions positives vont détruire les stéréotypes et du coup faire remonter la confiance. Mais les chercheurs font une différence vitale dans cette étude entre l'exposition et le contact significatif. Quelle est la différence? L'exposition, c'est juste croiser des gens différents au supermarché ou dans la rue. Le contact significatif, c'est vraiment nouer une vraie amitié avec quelqu'un. Et donc, quand on inclut ces amitiés dans leurs calculs, la confiance remonte en flèche, non? Parce que l'ignorance crée la méfiance, donc le dialogue devrait être l'antidote parfait à tout ça. Eh bien, de façon totalement contre-intuitive, non. 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 Ajuster les modèles pour inclure le taux de contact interethnique ne change pratiquement pas l'effet global de la diversité sur la confiance. C'est fou. C'est hyper troublant, je suis d'accord. Mais l'exposition générale à la diversité, ça génère ce léger repli sur soi. Que vous ayez développé des amitiés interethniques ou non, en fait. Mais comment c'est possible? Avoir un ami d'une autre origine, c'est formidable pour vous, à titre individuel évidemment, mais ça n'annule pas la réaction psychologique automatique de votre cerveau face à l'ensemble de votre environnement résidentiel. Ok. Les amitiés individuelles, malheureusement, elles suffisent pas à dissiper le brouillard cognitif général du quartier. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que, franchement, ça semble un peu décourageant vu comme ça. C'est vrai que c'est lourd. Si, au niveau microscopique du quartier, l'exposition quotidienne à la différence crée toujours cette légère friction universelle, ce vent de face incontournable, mathématiquement, l'addition de tous ces petits replis à l'échelle de milliers de quartiers, ça devrait mener à une macro-catastrophe, non? On pourrait le penser, oui. Un pays qui connaît une très forte immigration devrait voir sa confiance nationale s'effondrer au fil des décennies. La logique voudrait que le vélo finisse par s'arrêter complètement. Et c'est ici qu'intervient une nuance majeure de l'étude, ce que j'appellerais le paradoxe du Danemark. Les auteurs utilisent cet exemple à la toute fin de leur recherche pour démontrer comment les dynamiques locales et nationales peuvent entrer en contradiction totale. Que s'est-il passé au Danemark exactement? Alors, entre 1979 et 2009, le Danemark a connu une diversification ethnique extrêmement rapide en raison de l'immigration. Si on suit uniquement la logique du petit vent de face local qu'on vient de décrire, la confiance nationale aurait dû dégringoler. Exactement, c'est ce que je disais. Pourtant, la confiance généralisée, c'est-à-dire le pourcentage de Danois affirmant que l'on peut faire confiance à la plupart des gens, elle est passée de 47% en 1979 à 79% en 2009. Waouh! Une explosion spectaculaire. Et ce qui est complètement fou, c'est que durant cette même période de 30 ans, les sondages locaux réalisés dans les quartiers diversifiés danois, eux, ils montraient bel et bien la fameuse baisse de confiance microscopique dont on parle depuis tout à l'heure. Mais attendez. Comment est-ce que c'est possible? Comment la confiance peut s'effondrer à l'échelle d'un trottoir ou d'un quartier, tout en explosant la hausse à l'échelle de la nation tout entière? C'est comme si le cycliste sentait le vent de face, mais avançait quand même de plus en plus vite. Qu'est-ce qu'il pousse dans le dos? Ça soulève une question importante sur le pouvoir des superstructures. Le moteur qui pousse le cycliste, ce sont les institutions nationales. Ah. Le Danemark, il est réputé pour la qualité exceptionnelle de son gouvernement. Ils ont un État-providence protecteur qui fonctionne vraiment, un système de justice égalitaire et un niveau de corruption qui est parmi les plus bas de toute la planète. Donc un filet de sécurité énorme. C'est ça. Ces institutions créent un filet de sécurité qui est si prévisible et si solide qu'elles génèrent une immense confiance systémique. En fait, ces institutions de haute qualité, elles agissent comme un puissant vent arrière. Je vois. Et ce vent arrière national, il est tellement fort qu'il écrase et il annule totalement le petit vent de face local causé par la diversité. C'est une révélation absolument majeure, ça. Pour récapituler notre exploration, et pour être vraiment sûr de bien digérer ce que toutes ces données statistiques nous disent, Allez-y. oui, la diversité résidentielle crée une friction sociale universelle. Ça, c'est un fait établi. Exactement. On se comporte un peu comme des tortues, on se replie légèrement face à un environnement complexe, parce que notre cerveau doit faire un effort supplémentaire pour tout décoder. Cette friction, elle frappe le voisinage immédiat, et ce n'est pas qu'une question de pauvreté. Tout à fait. Mais
Et c'est capital. Les données prouvent que ce n'est pas du tout un moteur de haine ou de guerre civile. Les groupes s'isolent plus qu'ils ne se combattent. Ouais, on rentre dans sa carapace. Et surtout, l'exemple danois prouve que ce n'est absolument pas une fatalité à l'échelle d'une nation. C'est tout à fait ça. Vous avez parfaitement résumé. La véritable utilité de cette énorme compilation de données, finalement, c'est de jeter un grand seau d'eau froide sur les extrêmes. Des deux côtés. Oui, elle dément catégoriquement l'idée d'un effondrement sociétal inévitable face à la diversité. Le scénario catastrophe, c'est la pure fiction. Ok, Mais, simultanément, elle réfute aussi la vision très naïve qui voudrait que le mélange des populations se fasse de manière totalement fluide, sans aucun frottement psychologique ou social. Cohabiter, ça demande un véritable effort cognitif, et c'est une réalité documentée par la science. ce qui m'amène à une pensée finale. Une idée que je trouve profondément provocatrice pour clore cette analyse aujourd'hui. Je sens que ça va être intéressant. On a vu que l'excellence des institutions politiques, comme l'État-providence au Danemark par exemple, ça a le pouvoir d'annuler complètement ce petit déficit naturel de confiance causé par la diversité. Si un État fonctionne bien, le petit vent de face n'a plus d'importance. C'est exact. Dès lors, est-ce que nos débats politiques incessants, qui tournent en boucle, matin, midi et soir, sur les supposées tensions interculturelles et les problèmes de diversité dans nos quartiers, est-ce que ça serait pas, au fond, une gigantesque diversion? Est-ce que pointer systématiquement du doigt le vent de face de l'immigration, c'est pas tout simplement l'excuse parfaite de certains gouvernements pour masquer leurs propres échecs économiques et institutionnels? À méditer.